Bon, 1, 2, 3, mais ça fonctionne très bien. Les conditions particulières qui s'imposent à nous tous depuis des mois maintenant nous ont fait opter pour cette forme qui va nous installer dans la proximité. Alors bien sûr, nous remercions le lieu d'accueil, la compagnie ACTA. Cette table ronde, vous avez dit radicalisée, s'inscrit en continuum d'une première table ronde qui a été filmée, qui rend compte un petit peu des échanges qui ont eu lieu sur le même intitulé, les mêmes thèmes. Il y a 1 an et demi à peu près, je crois que c'est le 26 novembre effectivement 2019, où était invité Dounia Bouzar, psychologue, anthropologue, Chalabeski, donc sociologue, et Jamel Misraoui de l'association Artemis. Et effectivement, les échanges ont été très fructueux, très riches. Je pense que c'est très très important de resituer ça et de dire que de toute façon, c'est des questions avec lesquelles on n'en finit jamais. C'est des questions qui sont à réactualiser, surtout dans le contexte actuel, un peu instrumental que nous vivons. Et je pense que c'est important et on aura l'occasion d'y revenir avec Jamel et Nadia. Alors le titre de cette table ronde, bah, ça, effectivement, il est en mode interrogatif parce que justement, c'est un questionnement. À la réception de l'invitation et quand j'ai vu le titre, la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais pourquoi il n'y a pas de S? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cet usage exclusif au singulier, comme si le mot désignait quelque chose d'identifié, de clair, de lisible, de perceptible, d'intégré, alors qu'elle n'est même pas dans le dictionnaire. À la veille du 11 septembre, quasiment, ce qu'on utilisait comme terme pour désigner les mêmes phénomènes était plutôt des termes en lien avec le fanatisme, le terrorisme et l'extrémisme. Et le rigorisme, quand on voulait parler de fondamentalisme intellectuellement. Cette émergence de ce terme, son utilisation autour de laquelle il y a quasi consensus sur le terme, parce que si je fais un sondage dans la salle ou ailleurs, ils vont me répondre quasiment tous, il s'agit d'un jeune d'ailleurs, et on va avoir la déclinaison de l'adhésion à une pensée islamiste extrémiste, porteuse de violence. On va avoir tout ça qui va se décliner derrière. Donc on est passé de radical qui a radicalisé. Sauf que radicaliser ne vient pas de radical, mais de la racine radix, qui veut dire racine. Parce que radical désigne quelque chose de communément admise, comme par exemple identifié, qui est devenu un peu spécifique et spécialisé par rapport au parti radical, par rapport à un usage qui est déjà ancré dans l'histoire linguistique. Donc on a fait appel à un néologisme et on s'est retrouvé avec ce radicalisé. Et on relie le phénomène, le terme, à de la pensée radicale, parce que quand on parle de doctrine, on parle de doctrine radicale. En lien, par exemple, avec les problématiques d'environnement, avec la cause animale, avec l'extrême droite et l'ultra-droite, qui parfois elles-mêmes se désignent. Et c'est là où c'est intéressant, parce que nous avons un groupe, je crois, il me semble, qui s'appelle Unité radicale. C'est un groupe néofasciste. Donc c'est lui-même qui s'est auto-proclamé s'auto-désigner par tel. Donc c'est un label revendiqué, là, en l'occurrence. Il n'a pas été désigné. Il y a également cette utilisation en lien avec la radicalité qui a été beaucoup utilisée pour discréditer. On a beaucoup discrédité les féministes, par exemple, en les traitant de radicales ou de radicalisme. D'avoir une pensée radicale, d'avoir des exigences un peu hostiles aux hommes et donc s'inscrivant dans une pensée radicale. Parce que la radicalité est en lien avec l'intransigeance sur le principe et qu'on ne fait pas de concessions et qu'on n'est pas du tout dans la négociation on est dans l'intransigeance. Alors pourquoi je parle de ça ? Ça peut paraître anodin, pas très intéressant et je vous ramène au latin, au radix et autres, mais parce que les mots ont une résonance et ils résonnent. Et ils ont non seulement une résonance et ils résonnent, mais la chose n'existe que quand elle est nommée. Et donc à partir de là, le mot a un impact parce que ça dépend de comment il est perçu, reçu, mais également de comment il est vécu et de comment
il est par la suite aussi transmis. Dans la manière de désigner, on va aussi par moment être amené à suggérer de la réponse. C'est-à-dire si je propose et je qualifie un jeune de radicalisé, je vais sortir ma panoplie et ma boîte à outils par rapport à la réponse à apporter, entre guillemets, moi j'utilise le entre guillemets pour le déradicaliser parce que c'est un mot qui met, où je suis un peu réfractaire au terme lui-même, en tout cas pour le désendoctriner en fait, ou pour le désembrigader, parce qu'on a bien le terme embrigadement. Il y a un autre terme qui a émergé et que j'ai cité au départ, et je vais conclure sur cette partie-là en tout cas, c'est le terme djihadisme. C'est un terme qui a été imposé par les auteurs de ces crimes, de ces assassinats, de ces actes terroristes. C'est un terme qui ne vient pas, c'est pas nous qui les avons désignés, c'est eux, c'est auto-désigné. Et donc, et ça interpelle encore plus, parce que c'est un terme qui, dans la langue arabe, n'était pas dans l'usage réellement. Il avait il était utilisé sous la forme verbale ou adjectivale, plutôt pour parler d'efforts, sans lien avec des opérations de guerre ou autres. Il a émergé dans la presse arabe au moment de la guerre des 6 jours, où c'était pour galvaniser les foules plutôt qu'avec la charge religieuse. Et la première fois où il a émergé comme un appel aux musulmans, et comme ça a été dans la guerre en Afghanistan avec les talibans. C'est là où ce terme est apparu pour la première fois, et il a été revendiqué comme étant un acte du musulman, et avec un appel au ralliement autour. Ce qui n'était pas le cas par rapport au discours qui avait émergé pendant la guerre des 6 jours, et qui, lui, s'adressait aux Arabes, chrétiens compris. Donc ce terme pose encore plus de problèmes parce que c'est eux qui s'autodésignent. Mais en même temps, ce terme, il y a des filles et des garçons dans notre pays aujourd'hui qui s'appellent djihad. Et partout dans le monde, il y a des djihad. Et souvent, c'est des militants de gauche qui ont appelé leurs enfants djihad par rapport à Abu Jihad, le Palestinien qui a été assassiné. Donc ça n'a rien à voir avec notre histoire. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout associé dans l'imaginaire à quelque chose qui a un lien avec la mort. Et d'ailleurs, je finis là-dessus, je me suis rendu compte en partant en Algérie et en Tunisie l'année dernière que les gens ne les appelaient pas les djihadistes, ils les appelaient les Dawesh. Et ce n'est pas par hasard. Je pense que inconsciemment, parfois le bon sens populaire, quand il a besoin de désigner, il va choisir le terme qui incarne. Pour eux, dire Dawesh, c'est ce qui fait peur. Et là, ils n'ont pas réadopté, ils n'ont pas repris le terme de djihadiste, je pense, parce que ce mot ne les touche pas réellement. Il ne leur fait pas peur. Au-delà de la question de ces mots, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on puisse échanger sur le contexte dans lequel sont apparus ces mots. Ce qui est intéressant, c'est que l'origine latine, en fait, je pense que c'est dans le sac à mots, je pense que j'ai lu ça, effectivement, que tu avais fait une recherche étymologique et tout ça. C'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce que tu dis sur l'évolution du terme et la réappropriation par l'idéologico-politique dénature complètement, le sens étymologique. Et quand on dénature, c'est à des fins bien précises, à des fins orientées, instrumentales, ce que tu synthétise très clairement dans la réappropriation instrumentale de ce terme. Ce qui est important, c'est l'ouverture au fait que tu fais que Shala Beski, notamment, Dounia Bouzar, et que vous aviez fait il y a 1 an et demi. Si on utilise ce terme, on l'utilise au pluriel. Et on essaye de voir ce qui se joue dans ce pluriel. Mais on ne l'utilise pas comme un signifiant qui relève du concept qui décrirait un processus. Ça, c'est hyper important, parce qu'il y a de l'idéologique en acte, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans la déconstruction que tu proposes. Et je pense que la dernière allusion que tu fais au terme, en mettant une espèce de synonyme qui finalement n'en est pas un, parce que ceux qui se réclament de ça s'autodésignent comme djihadistes alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils se perçoivent comme ça pour pouvoir construire peut-être quelque chose de positif et d'un regard positif qu'on pourrait porter sur eux, mais par ceux qui se sentent concernés par cette culture-là de laquelle ils se réclament.
ceux-là disent non, 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 c'est pas, ils ne sont pas djihadistes, ils sont autre chose. Et nous, on préfère aussi les nommer autrement. Quand tu fais la distinction entre les Daesh et le djihadisme, c'est très très important. Parce que qui s'autodésigne et comment il s'autodésigne et dans quelles conditions et dans quel contexte et ainsi de suite. C'est très très important la réappropriation. Alors fixer, alors je ne sais pas, je serais incapable de te dire si on fixe le truc, le démarrage à la guerre d'Afghanistan. Je serais un peu... Enfin, je veux dire, pourquoi ça démarre là, très clairement? C'est en lien avec l'histoire, tout simplement. Il n'y a pas eu de guerre de religion et de guerre et de djihadisme. Même sur la période coloniale, on était sur des guerres nationales. On n'était pas du tout sur du djihadisme. Parce que c'est un terme qui a été un peu porté par plutôt les frères musulmans et tous. D'ailleurs, quand vous abordez il y a 40 ans, c'était qui? Ceux qui sont partis, ceux qui sont nés dans les années 80 et qui sont partis étaient endoctrinés, étaient complètement dans l'adhésion à l'idéologie des frères musulmans. Ils sont partis en Afghanistan, les premiers, les premières vagues, en tout cas de ceux qui sont partis combattre à l'étranger. Le terme est ressorti, en tout cas, autour de ces périodes-là, en tout cas au niveau de ce qui a été recensé dans les médias, presse et autres, parce que finalement, quand on a daté l'émergence du terme aussi de radicalisation, ça a coïncidé sur les débuts des années 2000. Avant, on n'utilisait pas ce terme. Et tout de suite, le radicalisé, quasiment juste avant, il n'était pas désigné par radicalisé, il était le fanatisé, l'extrémiste. Mais c'est des termes qui apparaissent en lien avec des contextes. C'est pour ça que c'est important de rappeler les contextes. C'est des contextes qui sont à l'œuvre produisent des choses et disent des choses. Cette approche linguistique dans laquelle je pense qu'il est très important de nommer, je suis tout à fait d'accord. Moi-même qui a rencontré pas mal de personnes en lien avec ce phénomène, et il y en a un qui avait l'âge de 15 ans, il me disait une fois, mais pourquoi vous ne me dites pas que je suis radicalisé? Quand je l'ai rencontré, j'ai dit parce que je suis venu te voir toi, dans ton être global, c'est toi qui m'intéresse. Je pense que le piège, c'est de réduire les gens à un qualificatif. Parce qu'on le ôte quasiment leur appartenance multiple et on rentre dans le jeu de l'extrémisme quelque part. Parce qu'il faut nommer les gens par rapport à un moment dans leur biographie, ils peuvent se retrouver dans une forme de fascination ou de tester quelque chose surexposé. Et là aussi, j'ouvre une petite parenthèse sur l'usage ou la surmédiatisation de ce phénomène-là, qui, à mon sens, au début, était contre-productif. Parce qu'il a permis aussi à des personnes qui étaient un peu hésitants, un peu loin de ce phénomène, d'y aller chercher qu'est-ce que ça signifie. Et souvent, en cherchant dans les réseaux sociaux, ils se retrouvent piégés par rapport à la surabondance de la propagande daéchienne, pour ne pas dire seulement djihadiste, parce que c'est celle-ci qui a été la plus active pendant ces années dernières, parce qu'ils ont très bien compris que la stratégie de gagner les cœurs, comme disaient les Américains, c'était aussi d'y aller chercher les jeunes là où ils sont présents. C'est dans les espaces de socialisation que le politique a du mal à comprendre qu'il y avait une mutation dans les espaces de socialisation dans lesquels les jeunes vont chercher une réponse quelque part. Et je pense que Daesh et surtout Daesh, après il y en a pas mal de ce type-là, comme groupuscule, très violent, ils ont compris qu'il faut offrir quelque chose. Et c'est dans cette offre-là que les jeunes se seront trouvés piégés pendant une période. Pour moi, un jeune dit radicalisé, je nomme comme ça les personnes, n'est pas encore djihadiste. Il peut le devenir, mais ce n'est pas encore, parce que c'est tout un processus, une dynamique qui peut s'ouvrir dans l'espace-temps pour qu'il puisse vraiment avancer vers un niveau plus éloigné, le plus ultime possible, qui est celui de djihadiste, c'est-à-dire d'arriver à un temps de maturité où tout est permis au nom d'une certaine idéologie extrémiste. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle le mot de radicalisation est un mot d'abord arrivé très récemment en France, de l'autre côté de l'Atlantique, après les attentats de 11 septembre, parce que c'est les premiers qui ont inventé ce terme pour désigner un nouveau monstre après le 11 septembre, malgré qu'effectivement, il y avait toute une série de mots et concepts clés en lien avec un certain nombre de phénomènes.
Mais je pense que la nouveauté après le 11 septembre, c'est aussi le fait d'avoir touché un symbole de civilisation. Je pense que les attentats ou les assassinats de ce type de groupe a toujours existé dans le monde arabe et musulman. Donc le fait qu'on est passé vers une nouvelle phase et aller attaquer le symbole de la civilisation occidentale aux États-Unis, je trouve que c'est un tournant qui a permis aussi derrière de chercher et d'inventer quelque chose qui n'a pas existé, comme vous dites, par rapport à cette nouvelle sémantique. Mais dans le réel, les personnes qui l'ont fait n'ont pas changé eux-mêmes dans leur manière de s'identifier. C'est vraiment un continuum par rapport à une adhésion très puissante où ils font appel au sacré. Moi, je crois que dans ce type d'exercice, il y a le sacré qui revient par la porte du monstre, parce qu'on veut vraiment donner un sens à l'ultra-violence. Lorsqu'un jeune qui vous dit « je fais cet acte-là par jouissance », c'est parce qu'il pense que, quand vous dites le concept de djihad, moi, avant-hier, j'ai dispensé une formation en ligne pour un territoire, et il y avait l'un des participants, président d'une association qui travaille sur la citoyenneté, s'appelait Djihad. Et lorsque je suis arrivé à ce terme-là, je lui ai dit « à toi la parole, hein, tu pourras nous parler un peu de ton prénom, hein, que ça te fait quoi comme écho depuis que tu le portes et avec cette nouvelle conjoncture ?» Mais effectivement, il me disait « moi, je suis né en 92, donc à l'époque, mes parents, lorsqu'ils l'ont choisi, ils l'ont choisi par rapport au sens profond. Et comme je dis toujours dans mes formations, les chrétiens d'Orient qui sont pas seulement arabophones, mais ils sont aussi arabophiles, parmi les prénoms qu'ils ont choisis dans le passé, à la fois pour les filles, à la fois pour les garçons, c'est le prénom djihad. Donc on voit très bien que le concept lui-même ou la notion elle-même n'est pas en soi un problème. C'est l'usage excessif qu'on peut lui faire, et parce que, une nouvelle fois, lorsqu'on veut vraiment réagir d'une manière très extrémiste et bousculer la société à l'extrême, il n'y a pas mieux quelque part chez quelques groupes, c'est d'aller chercher dans le sacré, parce que c'est comme le divin qui renvoie à une nouvelle, quelque part, lutte et résistance vis-à-vis de tout ce qui est profane et non de l'universel. Et là, c'est une mutation complètement nouvelle par rapport à cette nouvelle bataille qui est d'abord sémantique à mon sens, avant que ce soit sur le plan sécuritaire. Et si on la réduit à la sécurité, je pense qu'on se trompe de combat. Parce que le combat, il est d'abord sur le plan de savoir nommer, savoir donner un sens à qui est en face de nous par rapport à ce qu'il veut, parce qu'ils se sont identifiés à quelque chose qui leur fait un sens. Même pour nous, peut-être c'est quelque chose qui est assez différent, mais si vous prenez quelqu'un dans une réalité propre à lui, avec des fragilités plurielles, avec des grandes questions existentielles non résolues, avec un environnement social chaotique, je ne vais pas, donner un profil type, parce qu'effectivement, ça n'existe pas, et je suis tout à fait d'accord, mais de montrer quelque part quelques ingrédients dans lesquels on peut se retrouver, comme disait une grande psychanalyste Epstein, disait lorsque quelqu'un ne veut plus parler de son passé, a du mal de vivre son présent, et aussi a une grande difficulté à se projeter dans l'avenir, il vit ce qu'elle appelle, elle, la platitude. C'est-à-dire tout est plat. Je ne rêve pas. Je n'ai pas d'ambition. Il n'y a rien qui me porte et qui me fait lever le matin à faire quelque chose. C'est l'une des crises qui guette aujourd'hui une certaine jeunesse. Et je pense que c'est celle-ci qui, aujourd'hui, on la cherche par la propagande, par les agents de recrutement, qu'ils soient physiques, qu'ils soient par des sources virtuelles, parce que les choses ont beaucoup changé. Et je trouve qu'on est rentré dans une nouvelle phase, à la fois à la porte la complexité par nature, et à la porte aussi une manière d'y aller faire un travail sur nous-mêmes par rapport à nos représentations. Parce que souvent, on réduit les choses seulement à une idéologie extrême. Je pense qu'on se trompe à réduire le phénomène à une idéologie. Le phénomène, il est multifactoriel, il est multidimensionnel. Il faut garder au même niveau d'égalité les différentes dimensions de ce phénomène-là, parce que le phénomène de nature, il est évolutif, il s'adapte avec le temps et l'espace. Et ce qui se passe dans nos pays, dans les pays arabes par exemple, en termes de recrutement, comme vous dites, les Dawaïch, le pluriel de Daesh, c'est une belle illustration pour montrer à quel niveau de maturité l'opinion publique a très bien compris de nommer un monstre. On ne leur donne pas un titre, on ne leur donne pas un statut, on leur donne ce qui leur qualifie de leur propre réalité. Et je trouve que peut-être dans notre réalité ici en France et en Europe, je pense le fait d'y aller chercher des notions comme le djihadisme, comme l'islamisme,
La même chose, l'islamisme en arabe, on l'a vu avec la crise qu'on a connue après l'assassinat de Paty, lorsqu'on a voulu traduire le mot islamisme en arabe. Comment on va le traduire? Sachant qu'en France, en dictionnaire du XVIIIe et XIXe siècle, l'islamisme c'était l'islam, comme dirait christianisme ou judaïsme. Non, la traduction, Là, en arabe, c'est extrêmement compliqué pour un arabe, je dirais un simple arabe. Mais quand ça on reste quand même- dépouille la traduction, elle apparaît sous la forme d'extrémisme Oui, musulman. mais ça reste quand même très compliqué. Ou bien il y a l'association systématiquement du terme d'islam politique. Parce que je crois qu'on n'a pas à gagner non plus à dépolitiser. Mais c'est vrai que le fait de faire un usage excessif à un certain nombre de mots-clés ou de concepts peut nous ramener à perdre quelque part le sens à donner au phénomène. Et je pense qu'il est important quelque part de revenir à des illustrations concrètes dans lesquelles on peut donner un sens à ce type de phénomène. En fait, ce qui est intéressant, à la fois dans ce que tu évoques, toi, Nadia, et ce que complète Jamel, c'est comment on en arrive effectivement à poser en négatif et à poser négativement la représentation qui va désigner un groupe, un groupe, un collectif, une communauté, et ainsi de suite. Parce qu'il s'agit de ça. C'est très clairement dans la construction sociale du monstre, de celui qui ne doit pas être perçu de manière, je veux dire, positive. En France, sur les 40 dernières années, on érige des figures et on fait des déclinaisons pour associer ces figures au négatif à une population qui subit ça plus qu'elle ne porte ça, très clairement. C'est quoi les constructions qui sont à l'œuvre pour désigner négativement les réalités, les populations, les individus, et ainsi de suite. Je veux dire, on est dans un moment très très important en France, indépendamment des débats sur le voile, où on voit effectivement le jeune issu des quartiers populaires, de l'immigration ouvrière, je veux dire, affublé de cette étiquette d'intégriste, très clairement. Je veux dire, dans l'imaginaire collectif, ça apparaît. Et c'est très très important quand on parle de la fabrication, effectivement, de la figure ou des altérités vécues en négatif, de resituer un peu les choses et de voir comment l'ordre du discours, effectivement, émerge et à quel moment. Avec les conséquences que ça peut avoir sur le temps long, indépendamment des dates symboliques. Une réalité sous une forme d'embouteillage où beaucoup de choses s'accumulent et se manifestent d'une manière assez unilatérale, mais les causes et les facteurs sont très lointains. Prenons par exemple la question du fait religieux, qui est l'un des facteurs qui en France, on n'a pas encore réglé par rapport à comment se positionner, qu'est-ce qu'on fait avec, on l'introduit, on ne l'introduit pas, même si on commence à le faire à l'école. Mais c'est quand même un grand débat qui continue à faire émerger autant de réflexions, de résistances, etc. Mais si vous prenez par exemple aussi les années 90, vous avez donné l'exemple du jeune Kelkal, Kelkal qui est un jeune Lyonnais issu d'une famille immigrée. La famille, elle n'était pas chaotique. C'est comment cette phase des années début 90 qui est en lien direct avec ce qui s'est passé en Algérie, les premières années c'est à la fois la fin de la guerre d'Afghanistan, l'arrivée de ces premiers djihadistes héroïques, entre guillemets, dans leur pensée, et qui rentrent dans leur pays d'origine, à savoir l'Algérie, l'Égypte en particulier, pour ne pas citer les autres. Et c'est dans cette phase-là où le jeune Kelkal se retrouve envoyé à son pays d'origine de ses parents. Et c'est là où il a côtoyé quelques groupes islamistes de cette époque-là, et qu'il revient avec une nouvelle version de sa pensée, une manière sa vision du monde a complètement changé et qui, je dirais, désigné pour programmer donc des attaques et des attentats. Donc je pense, là on est rentré dans une phase de ce qu'on a appelé dans le jargon la fabrique du terroriste domestique. On n'est plus dans l'ennemi qui vient de l'étranger, qui vient nous guetter pour se préparer, etc., comme on la connaît dans les attentats des années 80, etc. Si je resterai seulement par rapport au terrorisme islamiste, mais on voit très bien qu'à partir de cette date, il a fallu un temps pour prendre conscience collective que l'ennemi n'est plus celui d'avant, mais c'est une fabrique nouvelle dans laquelle il faut s'y préparer. Sauf que les facteurs endogènes
sont devenus plus importants que les facteurs exogènes. Mais en parallèle, on est resté quand même coincé quelque part avec ces facteurs exogènes parce qu'on avait du mal à accepter que les facteurs endogènes commencent à prendre une place dans la fabrique de ce type de personnes. Et 2012, c'était aussi un événement assez important parce que ça touche à la fois à désigner l'ennemi comme l'autorité qui était les militaires, mais aussi l'école juive aussi. Donc on rentre dans une phase très importante. Et là aussi, il a fallu attendre jusqu'à 2015, donc 3 ans après, pour qu'on puisse vraiment prendre une conscience plus importante afin d'agir. Lorsque Kosko-Rava, qui est l'un des sociologues très connus dans la question de radicalisation et qui a sorti son livre en 2014, il a nommé son livre « Radicalisation », sans lui rajouter un qualificatif. Et dans ce livre, on retrouve quasiment l'une des définitions qui fait autorité aujourd'hui, dans laquelle il essaie de montrer à quel point que c'est la jonction entre une pensée ou une idéologie extrémiste avec l'usage de l'action violente qui peut nous ramener à qualifier qu'on est en pleine radicalisation. Pour faire court à une définition qui est déjà assez imposée chez les anglo-saxons, il a fallu la ramener en France parce qu'ils voyaient très bien que le phénomène, on a connu des premiers départs entre mai 2012 et 2014 vers la zone de combat irako-syrienne, bien avant les attentats. C'est un élément qui est très important dans notre contexte français. Les attentats vont venir après pour rentrer dans une phase plus délicate, mais les départs ont déjà eu lieu bien avant. Et dans ces départs, on a retrouvé à la fois des adultes et on retrouve aussi des mineurs, garçons et filles. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans notre réalité française. Sauf que dans le débat à l'époque, on est resté figé à une lecture assez basique, dans la mesure où on désigne le jeune radicalisé et qui est parti, ou celui qui va faire peut-être l'attentat, celui issu d'une famille immigrée, celui qui vit dans un quartier défavorisé, etc. Oui, c'était l'une des trajectoires susceptibles à passer à l'acte violent, mais pas que. Et c'est pour ça que les classes moyennes ont commencé à prendre une place en termes de fascination par rapport à ce phénomène-là. Et on retrouve aussi la place des femmes, qui est quand même un autre phénomène, qui vient aussi endosser une complexité supplémentaire pour montrer à quel point les choses se précipitent et on a du mal aussi à distinguer chaque partie et chaque catégorie par rapport à ce qui se passe. Et je trouve que les chiffres en 2014 étaient plus parlants dans les médias que les analyses, comme les prises de parole à la fois politiques et médiatiques. C'est les chiffres qui ont parlé. Lorsqu'on a montré à quel point il y avait autant de départs des familles de toute catégorie sociale et professionnelle, là, les choses ont passé à une nouvelle phase dans la manière d'agir. Et c'est important de montrer que des fois, il faut y aller vers le factuel lorsque les représentations dépassent leurs limites dans la manière d'interpréter un phénomène de nature complexe et évolutif, et on le réduit à une lecture qui est loin d'être dans la réalité. Il y a quand même des spécificités par rapport à la première, deuxième et troisième vague, parce qu'on est dans la troisième vague aujourd'hui quasiment. Sur la première vague, on était quand même sur des personnes qui ont été endoctrinées, embrigadées sur la durée, qui étaient imprégnées de pensées fondamentalistes proches, plutôt frères musulmans. Tous ceux qui sont nés dans les années 90, on retrouve plutôt ces profils-là, et ils étaient les premiers à partir en zone de guerre, mais ils étaient déjà partis en zone d'entraînement sur les années d'avant et on ne les avait pas encore repérés. Par la suite, par contre, ceux dont on parle aujourd'hui, on n'est pas du tout on est sur un cheminement express. C'est-à-dire que certains jeunes, c'est à peine ils ont eu visualisé 2-3 vidéos, pris un contact, et qui sont déjà dedans, un pied dedans. Quand on voit dans les convertis, parce qu'il y a quand même 30%, entre 20 et 30% de convertis, à peu près sur les différentes enquêtes, c'est ce qui ressort. On est aussi surpris par la rapidité du basculement dans la violence. Et en même temps, les dernières études également, ou les recensements qui ont eu lieu, ou les enquêtes, celle de Qalwi, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ou d'autres, ont recensé un contingent de délinquants violents important aussi dans ces lots-là de la conversion express, de l'embrigadement express, du basculement dans la violence et d'une prédisposition quasiment. Et vous allez retrouver exactement le même cheminement, le même schéma dans l'ultra-droite. Sur Télégraphe, ils ont des pages dédiées où vous avez à peu près les mêmes types
de photos, de visuels, de modalités de recrutement qui se rapprochent aussi des groupes sectaires et autres, avec les photos sur les belles voitures, avec l'arme à la main. Vous allez retrouver à peu près les mêmes imaginaires à l'œuvre, et avec du basculement dans la violence aussi rapide. Et donc, il n'y a pas... c'est cet enjeu-là. Et moi, il me semble que les radicalités doivent être interrogées dans leur ensemble pour apporter une réponse. La société se doit d'apporter des réponses aujourd'hui et d'apporter des réponses sur l'ensemble des problématiques et non pas traiter les choses par un petit bout et répondre de manière sécuritaire, faire une loi sur le séparatisme qui ne fait que rajouter à la stigmatisation et qui ne fait pas avancer le schmilblick parce qu'on avait déjà un attirail juridique suffisant. Donc, vous voyez, il y a un vrai souci. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une réponse sécuritaire et de la prévention à peine. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui échappe à tout contrôle. Parce que les photos de Samuel Paty circulent encore. Les vidéos de l'attentat qui a eu lieu en Australie et qui a été filmé en direct sans massacre, il est toujours en ligne. Donc on a un problème sur les régulations, sur les contrôles, sur le peu de personnes mises à contribution pour faire un travail de fond, sur le peu de financement de linguistes pour travailler sur la déconstruction du discours. Moi, il y a deux choses que je retiens dans ce que vous avez dit là, l'un après l'autre, c'est les responsabilités en fait politiques aussi, qui sont politiques, collectives. Ok, c'est vraiment nommer les choses, c'est-à-dire effectivement, est-ce que les lois récentes favorisent de la relation interculturelle ou est-ce qu'elle ne défavorise pas la relation à l'autre? Ça, il faut le poser comme tel. Autre chose sur ce que tu disais, Jamel, c'est la question de la virtualité dans laquelle on est et finalement le déficit d'identité permanent dans lequel se retrouvent plongés les individus, quels qu'ils soient, hein, jeunes ou moins jeunes. Hein. Qu'est-ce qui fait déficit effectivement d'identité et de quoi ont besoin les individus pour être reconnus, avoir une place et non être assignés à une place. C'est très très important. Donc ça, c'est les années 90. Après, ça évolue dans les années 2000. Plus récemment, ça évolue et ainsi de suite. Et cette projection fantasmée, elle est à l'œuvre de manière permanente, quels que soient les jeunes et les jeunesses qui passent. Quoi. Le contexte aujourd'hui est un contexte extrêmement... Voilà. Il faut vraiment faire très attention. On le voit lorsqu'on travaille avec les professionnels par rapport à ce sujet-là. La manière comme on appréhende, la manière comme on pose le sujet, ce n'est pas simple. D'accord ? Et je peux vous dire que lorsqu'on passe au moins 3 à 4 heures avec eux pour balayer, pour apporter à la fois des éclairages, il y a quand même quelque chose qui revient par rapport, je dirais, à donner du sens à ce qu'on attend d'eux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment de faire très attention de ne pas rajouter des couches par rapport au contexte. Et c'est vrai que le phénomène entre la génération des années 90-2000, qui était extrêmement pratiquante par rapport à son engagement, là on rentre dans une phase, on est quand même sur des jeunes, je dirais, dans l'esprit hyper-connexion, consumériste aussi. Je consomme, j'existe, dans l'hyper, je dirais, affichage sur les réseaux sociaux. On est quand même sur une réalité de radicalisation, comme disait Khosrow Ravard, sans islamisme, quelque part. Et la personne va se banaliser avec ce qu'on lui propose parce que quelque part a trouvé un besoin qui lui manquait, soit à une adhésion groupale, soit par rapport à une réponse à une question existentielle, soit par rapport à un malaise qui n'a jamais été reconnu. Une fois, j'étais dans une maison d'arrêt sur la région parisienne, un jeune détenu de 30 d'années me disait « C'est la première fois que lorsque j'ai pris la parole, on m'a pris au sérieux ». Donc pour vous dire que des fois, dans la vie de quelqu'un, on peut se retrouver dans une forme, je dirais, d'être en suspens. On ne sait pas où se poser. Et que la radicalisation en tant qu'offre, et de nature elle est plurielle, elle peut quelque part apporter quelque chose à un moment donné dans la vie de quelqu'un. Et ça nous renvoie, nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on peut offrir aussi à une jeunesse comme celle-ci. Si on n'offre pas des choses, ces jeunes vont chercher rapidement, à l'instant T, dans leur propre espace de socialisation, surtout dans les réseaux sociaux. Tant qu'on est en train de ramener les personnes par rapport à leur origine
on restera, comme Melk Sayed l'a dit, à donner de l'explication par rapport à l'origine, et on n'est pas sorti de l'auberge. Et on occulte toute la dimension sociale et économique, et on passe à côté de l'essentiel. Et on est encore là-dedans. On est encore là-dedans, et moi je l'observe sur le terrain par rapport à un certain nombre de choses. Quand vous avez par exemple des centaines de pages d'explications sur l'échec scolaire où on va parler de l'origine des parents et du fait du parent qui ne parle pas français, et donc du coup, et on en est encore là dans certains où l'institution ne s'interroge pas par rapport à sa pratique, où on n'interroge pas le contexte et l'environnement socio-économique dans lequel vit l'enfant, où on n'interroge pas tous ces aspects-là, et on est là en train d'essayer de... Du coup, la solution qu'on va bricoler, elle va être en lien avec cette question qui a été identifiée comme étant le problème. Et donc, du coup, on va passer à côté de l'essentiel. Tant qu'on est en train d'ethniciser un certain nombre de métiers, comme on fait, et comme on continue à faire. On a inventé les grands frères et ça a été une horreur. On continue à faire des postes de femmes relais ou des métiers qui ne sont reconnus qu'à l'échelle du quartier. Donc, c'est pas, est-ce qu'on peut appeler ça un métier qui est très émancipateur pour ces femmes, mais en même temps qui n'est pas du tout... c'est entretenir une espèce d'entre-soi, d'entre eux, quoi. C'est même plus... c'est un truc d'entre eux. Bon, ils vont régler leurs problèmes entre eux. Tant qu'on est à être sur de la... tant qu'on n'est pas sorti de l'auberge, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore pris à bras-le-corps radicalement la manière, pour interroger de manière radicale, réellement au vrai sens du terme, au premier sens du terme en tout cas, les manières de faire. Parce que moi je vois, nous on est nombreux à intervenir sur les problématiques d'interculturalité ou autres, mais on a l'impression par moment de ramer à contre-courant, parce que les mêmes qui nous financent, qui financent les formations, qui financent les interventions, sont eux-mêmes à tenir les propos qui divisent dans la société. Les moyens ne sont pas forcément mis là où ils devraient. On devrait travailler sur la question de la prévention comme étant fondamentale et prioritaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y a mis comme argent ? Il y a énormément d'erreurs qui ont été commises. Et moi, je me souviens le débat qu'il y a eu pour revenir sur la question de la place de l'islam et de la question de l'islam en France et de comment il y a une instrumentalisation qui parfois... il y a des choses aujourd'hui qui sont fondamentales. Ce n'est pas seulement de parler d'égalité, mais de parler d'égalité de traitement. Parce qu'on n'arrête pas de parler d'égalité. Mais l'égalité, ce n'est pas sur un fronton de mairie. C'est l'égalité de traitement, c'est l'égalité effective. Et là-dessus, il y a un vrai souci. Parce que l'égalité de traitement, si on dépouille aujourd'hui un certain nombre de dispositifs, on s'aperçoit qu'on est très très loin du compte. On a un problème de racisme dans notre pays. On a arrêté de faire de la lutte contre le racisme. Parce qu'on finance la lutte contre les discriminations. Mais sauf que ce n'est pas la même chose. Et on s'attaque à l'idéologique quand on est sur la lutte contre le racisme. On s'attaque à toute l'extrême droite et l'ultra-droite qui est aujourd'hui en train de commettre des dégâts monumentaux et qui bascule pour une partie également dans de l'acte terroriste. Et au nom de la lutte contre la radicalisation, on ne finance plus la lutte, il n'y a plus de lutte contre la délinquance. Alors qu'une partie de ceux qui sont radicalisés viennent de la délinquance. Toutes ces contradictions, quand on les voit à l'œuvre, on voit bien qu'on est encore en train de mettre du sparadrap et on n'est encore pas réellement conscient des enjeux majeurs et qu'il y a plusieurs générations de Français aujourd'hui qui sont dans la demande, qui sont dans l'attente de sens, d'alternatives, de propositions. Et les gens ne rêvent d'une chose, c'est de pouvoir bien vivre. Personne ne rêve d'être malmené. Et on n'arrive pas à nous mettre d'accord pour pouvoir au moins faire une trêve et arrêter de diviser et de disséquer et de disloquer notre société pour pouvoir nous construire un avenir commun. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. De manière très pragmatique et concrète, effectivement, Nadia a soulevé la question des moyens mis à disposition de la prévention. Mais je pense que c'est important que tu recadres aussi pour abonder un peu dans le sens de ce que signifie Nadia sur les responsabilités publiques, je veux dire, de ce qui se passe aussi, quoi. Alors c'est vrai que par rapport à la réponse publique, aujourd'hui on est quand même en 3e plan national de prévention de la radicalisation qui date de 2018, adossé en 2019 à des priorités sectorielles.
Et c'est vrai que les attentats du marché de Noël de Strasbourg, le gouvernement a adossé 4 secteurs en priorité. Là, on est quand même sur les orientations. La réalité, c'est autre chose. On verra. On a besoin des retours d'évaluation. On a besoin de voir ce qui a été réalisé ou pas. Mais là, je vous parle d'abord point de vue engagement sur le plan politique. Il y a les présents qui deviennent aujourd'hui un vrai vivier sur ces questions-là. Et comme vous avez dit tout à l'heure, une différence aujourd'hui entre une personne terroriste condamnée dans ce cadre-là et une personne qui était détenue pour le droit commun et qui devient post-criminel et devient signalé dans le cadre de la radicalisation. C'est l'un des nouveaux phénomènes qui nous attend aujourd'hui, qui est prêt pour préparer le retour de ces personnes vers leur lieu de vie, les collectivités locales, les différents professionnels du champ social, médico-social, etc. Lorsque la personne revient avec son enfant à côté de l'école, comment on va appréhender le parent à une réunion pour parler lorsqu'on sait que voilà, dans ce passé, il était comme ça. Autant de questions. Donc on rentre dans le vif du sujet, de la réalité, du terrain. Donc je viens de parler des présents, la prévention de la délinquance, qui est le deuxième grand chantier qui vient adosser le plan national de prévention, le troisième plan national de prévention de la radicalisation, la question de la délinquance, la question de la pauvreté et la question de la jeunesse sur le service national universel. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que lorsque les acteurs sont préparés, comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même une capacité de mieux travailler. Vous avez parlé de Abdelmalek Seyed, quand même, c'est l'un des grands sociologues qui a donné à son époque pas mal d'alertes en mettant en avant la notion de la double absence sur une génération de l'époque, qu'au niveau de sa scolarité, on avait du mal à la prendre à sa juste place dans sa scolarité pour qu'elle puisse devenir futur citoyen comme le futur citoyen français. Et on le voit dans les radicalités nouvelles qui s'annoncent pour la population comme les suivies par la PJJ. Eh bien, il y a une radicalité qui émane de qui? Des enfants collégiens, plutôt lycéens, connus d'être des enfants polis, bien éduqués, dans une famille dite stable. Par contre, ils développent une opposition aux autorités et à l'autorité parentale aussi, au nom de la radicalité. Parce que c'est une manière, c'est l'étude qui a été faite en 2018 par 2 grands sociologues, qui sont Laurent Bonelli et Fabien Carrier. C'est une étude très intéressante qui montre une nouvelle typologie sur un vivier propre à la PJJ, entre une radicalité apaisante et notre engagé, et notre révolté, et notre utopique. Le pourcentage n'est pas le même, mais ça montre que la nouvelle génération fait appel à un moment donné à des formes de radicalité qui se présentent à elle sur la scène médiatique d'abord. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à garder à l'esprit, que le jeune veut quelque part chercher quelque chose qui répond à lui à un moment donné. Donc lorsqu'on veut faire de la prévention, avant d'y aller chercher la déconstruction du discours radical, il faut d'abord répondre et proposer des pistes à quelqu'un qui en a besoin. C'est les besoins qu'il faut travailler d'abord. Et lorsqu'on travaille sur les besoins, la biographie est le premier chantier sur quoi il faut explorer tout ce qui était anamnèse dans la vie de l'individu, mais sans les dissocier à la fois de l'environnement habituel de la personne, sans les dissocier de l'environnement sociétal, car il s'agit bel et bien d'un phénomène qui touche d'un enjeu sociétal. La notion de la polarisation que vous avez évoquée entre les différentes formes de radicalité montre à quel point aujourd'hui, tout le monde s'identifie dans les mêmes codes de la banalisation de la violence. Premier point. 2, c'est d'y aller chercher les jeunes là où ils sont présents dans les réseaux sociaux, dans le virtuel, dans les lieux de sport, d'accord, au lieu de les chercher dans les mosquées comme les années 2000 et 80, c'est un temps révolu. On est sur une nouvelle génération qui à la fois recherche de l'idéal, mais en le conjuguant avec la radicalité. Comme disait Moreau, qui est l'une des grands spécialistes de la psychologie transculturelle, et elle parle dans sa revue L'Autre, qui est une grande revue professionnelle, de cette notion d'idéalité avec la notion de radicalité, et à un moment donné, le jeune, ça lui fait du sens. Et c'est pour ça, le fait d'appeler le sacré est quelque chose qui devient aujourd'hui extrêmement important. Prenez la notion du père, et là aussi, je ne cesse de le dire dans mes formations, qu'on s'y habitue, nous, les professionnels, surtout dans le travail du social et de l'éducation, d'aller travailler beaucoup avec les mamans, parce qu'ils sont plus réceptifs, ils sont plus disponibles, etc. Mais la systémie familiale, lorsque le père il est écarté, quelles conséquences par la suite? Et lorsque dans notre jargon, on dit que la radicalisation, c'est aussi pas de repère et aussi l'absence du père.
une partie pour quelques biographies. Et bien lorsque le père, on ne sait pas comment s'adresser à lui pour le ramener, je dirais par un travail avec lui, pour réhabiliter la cellule familiale, est une carence aujourd'hui qui se présente dans le travail de l'accompagnement à la fois social et psychosocial. L'autre point que je voulais aussi insister, c'est le fait de montrer que, effectivement, le déficit que vous avez évoqué de l'identité en permanence, oui, on va se retrouver de plus en plus avec une réalité extrêmement complexe et le fait que la conversion, qui est l'une des caractéristiques nouvelles de ce qui nous touche en France, il y a 3 caractéristiques. Il y a à la fois le fait que l'âge des personnes touchées par le phénomène devient moins de 18 ans, très jeune, est une nouveauté et qu'on n'est pas encore prêt à appréhender. Donc la professionnalisation est un axe prioritaire dans le plan de la prévention et je pense qu'il faut faire encore plus. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on donne plus de moyens pour y aller plus loin dans cette professionnalisation, mais en ouvrant au maximum la réalité de la compréhension, parce que toutes les dimensions doivent tenir compte, la dimension politique, la dimension sociale, la dimension religieuse et idéologique ou idéologique, la dimension biographique, toutes ces dimensions-là, on doit les prendre au même pied d'égalité pour arriver à peut-être mieux comprendre avant même de mieux agir. Et tant qu'on réduit le phénomène seulement à 1 à 2 dimensions, je trouve qu'on rajoute encore une couche de problèmes et je pense qu'on a assez de problèmes en ce moment par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut être optimiste et comment construire cet optimisme-là? Parce que tu as commencé à évoquer, Jamel, des pistes en matière, je veux dire, de démarche, de médiation et ainsi de suite avec la professionnalisation des acteurs. Ça, c'est un point fondamental, à condition que les moyens soient mis en place pour pouvoir se faire. Et on n'est peut-être pas dans une conjoncture ou dans cette situation-là. Ce qu'évoquait Nadia sur les responsabilités publiques, effectivement, d'une vraie action publique qui soit articulée et pas simplement sectorielle. On va aller trancher dans le vif en pensant que pour masquer et mettre du sparadrap à certains endroits. Il y a un truc que tu as évoqué qui me paraît très, très important, cette fameuse injonction à la transmission des valeurs de la République. Je veux dire, pour qui, pourquoi et comment, quoi. Et vers quel public et dans quel contexte, ça c'est très très important. Est-ce que ça ne devrait pas relever d'une éducation interculturelle et globale? Finalement, vous n'avez pas de valeur, on va vous éduquer, on va vous civiliser pour que vous en ayez parce que vous n'en avez pas, parce que vous ne les portez pas. C'est quand même, je veux dire, assez violent comme proposition de rapport à l'autre, quoi, d'un autre qui est d'ici, en fait. Et les enfants, ces enfants qui sont illégitimes de cette République, en fait, qui a aussi du mal à se construire, ils n'en perdent pas simplement leur latin, mais je ne sais pas quoi d'autre, quoi. Donc je pense que c'est important de pointer, effectivement, de diagnostiquer de manière critique les choses, mais aussi de dire qu'il y a peut-être des respirations possibles. Sur la question des valeurs de la République et autres, on est plutôt sur les... Quand tu parles d'injonction, on est plutôt sur des populations étrangères. Et on n'est pas du tout sur les mêmes publics là, on est vraiment sur des populations étrangères. Et moi, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de pas inintéressant, mais ça dépend par qui c'est fait, pourquoi c'est fait, quels sont les objectifs, c'est de donner des éclairages et un peu des clés de compréhension quand on arrive sur un certain nombre du fonctionnement de cette société, tout simplement. Le fait, quand on voit les amalgames qu'il y a, quand on voit les confusions qu'il y a, par exemple, autour de la loi sur la laïcité, pour évoquer celle qui pose le plus de problèmes en termes de compréhension à toute la société française. Parce que ce dont on débat au quotidien, ce n'est pas de la loi de 1905, c'est de la laïcité dans la tête des gens, et non pas des textes. Parce que les textes sont clairs, il suffit de les appliquer. En plus, la question de l'islam est malmenée en permanence dans les débats, puisque l'immigré est devenu maghrébin, après il est devenu musulman. Cessant d'appeler les enfants issus des immigrations d'enfants issus des immigrations. Le jour où on rompra avec cet usage, définitivement, je pense qu'on fera un grand pas. Parce que si on est à une 5e génération et on continue à être renvoyé vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas du dedans, on n'est pas dans l'inclusion, on est renvoyé vers sa part de l'étranger, tant qu'il y a un problème. Et on est malmené à partir de là. Quand je prends un manuel d'histoire, et je trouve que par exemple Patrick Weil
une analyse extrêmement. L'historien qui est directeur au CNRS, il a des écrits intéressants sur la question d'aborder le récit national différemment, où il doit être inclusif et inclure toute l'histoire de France et non pas qu'un bout de l'histoire de France qu'on a envie de mettre en avant. Aujourd'hui, on commémore Napoléon, mais est-ce qu'on sait que c'est Napoléon qui est revenu sur la question de l'esclavage, qui l'a remis alors qu'elle était abolie avant? Est-ce qu'on sait que c'est Napoléon qui a aussi, par rapport aux femmes, a mis en place des lois abjectes de mise sous tutelle quasiment? Arrêtons d'être dans quelque chose de simpliste dans la manière de présenter les choses. L'histoire de France, elle est complexe. La bataille par rapport à la question de l'esclavage a été menée également dans les îles et autres. Cette partie-là de l'histoire doit émerger. Le Maghrébin qui vit aujourd'hui en France n'est pas si étranger à la France. Bon, effectivement, je faisais un petit écart sur la transmission des valeurs de la République et les dispositifs qui existent. Moi, je vois l'articulation entre ce dispositif-là et le dispositif sur les radicalisations et la lutte contre les radicalisations, et ainsi de suite, parce qu'ils sont contemporains en plus en termes de dispositifs publics, très clairement. Donc, est-ce que les solutions qui sont préconisées en sont ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Et auquel cas, comment y remédier et comment solutionner les choses? Parce que effectivement, ce que tu dis, Nadia, c'est très très important. Travail de mémoire et d'histoire, Collectif Fusion y est, le réseau régional y est, il y a un réseau national, il y a une institution qui s'appelle le Musée de l'immigration qui doit travailler normalement sur ces questions-là et poser ça en termes de débat public. Est-ce qu'elle le fait ou ne le fait pas? C'est important, je veux dire, et comment c'est médiatisé, tout ça, très clairement. Donc, la reconnaissance de l'autre, de notre autre, l'accueil de l'altérité, cette hospitalité pour laquelle, qu'on promeut que dans les discours, comment est-elle effective dans la réalité? Et je pense que ce qui est important aussi dans le travail de mémoire et d'histoire, c'est de dire, effectivement, je veux dire, la France, c'est pas la Gaule, et en plus il y avait des Gaules, et en plus le récit national, il est pluriel, et beaucoup d'historiens sont en train d'abonder dans ce sens-là aujourd'hui, et que le roman national, il n'y a que les politiques qui, récemment, il y a quelques années, avant qu'il ne soit écarté du pouvoir, certains disaient oui, le roman national, machin. Mais ça, c'est des déconstructions qu'on est en train de faire, quoi. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette idée de radicalisation, cette perception de la représentation qu'on a de la radicalisation soit investie de manière pluridisciplinaire et collective, parce que justement, il est question d'une intelligence collective pour remédier à tout ça. Sinon, je veux dire, on se retrouve chacun dans notre coin à essayer de se battre contre les moulins à vent pour faire en sorte à ce que ça change. Oui, bien sûr, je rejoins Nadia concernant l'interculturalité comme un levier de travail proactif est une nécessité irréversible. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord ? Il y a des résistances, il y a des hostilités, mais les gens qui l'ont, qui ont approprié cette manière d'agir ont vu très bien les fruits, à la fois sur le plan d'apaisement, sur le plan du sens à la relation. Et ce que l'autre nous renvoie à travers cette notion du don, donner et recevoir et donner après. Et je pense que c'est là où ce type de leviers sont extrêmement importants de continuer à plaider pour montrer qu'ils ont toute leur place par rapport à nos crises multiples. Parce qu'il n'y a pas une seule crise qui nous touche, c'est plusieurs crises qui s'articulent dans l'espace-temps. Je voulais revenir à la question de l'islam. Je pense qu'il y a quelque chose qui me semble, que je le vois sur le terrain de l'ingénierie pédagogique et de l'accompagnement, c'est que nous sommes dans une société, l'une des sociétés dans le monde les plus sécularisées. Et cette notion hyper-sécularisation d'une société, on a du mal à comprendre lorsque quelqu'un, sur l'espace public, affiche une certaine manifestation religieuse de son appartenance. On a tendance quelque part à y aller chercher une certaine interprétation de dire le retour du religieux. Est-ce que quelque part ce n'est pas le recours avec un C et non pas avec un T? Lorsque la personne ne retrouve plus un cadre dans lequel ils se sont acceptés, est-ce que quelque part il ne va pas chercher un certain refuge dans une certaine identité religieuse pour chercher à s'en sortir de ce qu'on lui renvoie quelque part? Donc je pense qu'il y a des stratégies qui se font d'une manière assez spontanée lorsque la personne a le sentiment de ne pas être acceptée.
Et je pense que c'est là où le travail qu'on doit se faire dans l'interculturalité, dans le décentrement, d'y aller chercher dans le référentiel de l'autre des éléments qui font du sens à notre existence. Là, on est dans la construction du bien commun. Le destin commun ne peut se faire avec une certaine suprématie sur le plan des idées. Il doit se faire aussi dans l'humanité. Vous parlez de l'égalité de traitement, qui est aussi l'impartialité. C'est une condition sine qua non, normalement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'offrir des espaces pour libérer cette parole et de considérer les gens par rapport à leur vécu. Et je pense que dans cette notion de se décentrer et d'y aller comprendre la personne en profondeur, on lui renvoie quelque part une certaine considération et c'est là où on peut construire un pas ensemble. C'est d'aller chercher la personne dans son être profond. Et ça, on ne peut le faire que lorsque nous-mêmes, on le fait d'abord. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, en collectif, c'est de faire un travail sur nous-mêmes d'abord. Le travail de soi sur soi doit se faire aujourd'hui en commun pour qu'on puisse, je dirais, agir avec une certaine résilience parce que nous sommes dans une société à la hauteur de potentialité de savoir surmonter ces crises à une condition de savoir prendre les choses par le bon côté et non pas rester seulement figé à voir que les phénomènes et ce qui va mal. Je pense qu'il est important d'y aller comprendre que ce qu'il disait Émile Poula, cette laïcité des textes, c'est ça notre garantie. Arrêtons de idéologiser la laïcité. La laïcité est un cadre, est un principe constitutionnel. Du moment qu'elle devienne idéologisante, c'est un risque majeur par rapport à notre idéal républicain. Et du moment qu'on revient vers le texte, qui est assez clair par rapport à la laïcité, par rapport aux garanties qu'on donne aux citoyens après qu'ils étaient sujets, je pense que c'est important de comprendre que le citoyen lambda, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses appartenances, il a toute sa place pour être protégé par la loi et d'être considéré au même pied d'égalité sur le plan des droits et des devoirs. Mais à une condition que la laïcité des têtes évolue aussi. On va pas aller vers une fin conclusive. On peut conclure d'une certaine manière, mais parce que de toute façon, ça reste ouvert. Mais je pense que c'est très, très important. C'est-à-dire que ce que tu dis, Jamel, sur la démarche, sur l'éthique de la relation, c'est-à-dire aller profondément vers l'autre et ainsi de suite, on est étonné à chaque fois, et c'est renouveler cet étonnement, à quel point ils ont une conscience assez mûre, quand même, enfin, de certains enjeux, quoi, très clairement. Quand tu viens leur raconter des salades sur l'identité ou les valeurs de la République, ils te mettent au banc tout de suite. Tu peux toujours raconter, quoi. Par contre, si tu es dans une relation d'écoute, effectivement, et qu'il y a une prise de parole qui est possible, là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que si on passe notre temps à juste, de manière un peu paternaliste, maternaliste, ou je ne sais pas quoi, je veux dire, aller verser comme une espèce de matraquage, et ainsi de suite, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Et je pense que le travail de médiation, enfin, je pense au tien, je pense au travail que fait Collectif Fusion depuis une trentaine d'années, toutes les actions de médiation sont fondamentalement nécessaires, quoi, je veux dire. Le seul problème, c'est est-ce qu'on est accompagné? Est-ce que cette démarche, je veux dire, de pédagogie globale, interculturelle, est intelligemment accompagnée? Moi, j'irais un peu dans le même sens. Je veux dire, c'est pas, je partage parfaitement. Et en même temps, moi, je me suis rendu compte que, par exemple, sur les jeunes que je rencontre depuis quelques années, sur les dernières années, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, qui m'interroge et sur lesquels on se doit d'avoir des réponses également, c'est l'omniprésence de la religion. Tout est déterminé au travers de prismes de halal, haram. Et moi, je pense que c'est le travail de l'islam politique sur 20 ans, c'est-à-dire toutes les années 90 où ils ont labouré le terrain et où les pouvoirs publics ont abandonné. Il n'y avait plus de travailleurs sociaux sur le terrain, il n'y avait plus rien, plus de financement pour les cours d'arabe. On a tout relégué aux mosquées et compagnie, on paye le prix. D'une espèce de... Et moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'on n'est pas seulement sur de l'islamisation comme ça dans les manières d'être ou de faire, mais on est aussi sur des termes nouveaux qui apparaissent et qui sont en lien avec le répertoire salafiste. La question évoquée Nadia à l'instant par rapport à ces mutations même intra de la religion, parce qu'on n'est plus dans le religieux, mais on est dans l'intra. Je vais seulement revenir à un point avant que j'oublie, la médiation.
Nous, lorsqu'on a commencé à faire un travail d'accompagnement des personnes en lien avec... Tu parles d'Artémis. Oui. Oui. Dans l'ancien temps, il y a 4 formes de médiation parce que nous, notre origine de métier, c'est la médiation. On s'est créé en 2005 suite aux émeutes urbaines pour apporter cette discipline qui, jusqu'à maintenant, n'est pas assez développée comparé aux autres pays comme l'Espagne, comme l'Italie, qui ont connu des flux migratoires plus importants. Mais en tout cas, ils ont compris que la médiation, c'est aussi important de ne pas la réduire à un dispositif que Nadia a évoqué tout à l'heure, soit les grands frères, soit femmes adultérolées, etc. Je pense que la médiation, elle est plus importante que ça. Et on voit très bien que la définition de la médiation en France, elle date des années 2000. Donc c'était hier. Parce qu'on a du mal à y aller, à poser le cadre de la médiation. En tout cas, nous, d'une manière très pragmatique, dans le travail qu'on a mené avec des personnes, et je parle beaucoup avec, vous savez, les jeunes signalés radicalisés et qui sont majeurs. Vous êtes dans un état de droit. Vous lui proposez un service d'accompagnement et qui refuse, et que la personne n'est pas judiciarisée. Vous ne pouvez rien faire. On peut parler des personnes radicalisées, signalées en tant que radicalisées mineures. Là, on peut mobiliser la famille, on a plus de chances d'avancer. Mais lorsque la personne elle est majeure, il y en a combien? D'accord? Donc, d'où notre travail, on va, dans notre protocole de travail, on a introduit au moins 4 types de médiation. Sans médiation, on ne peut pas faire le travail de créer des liens avec les gens. Il n'y a pas que recréer, il y a aussi créer de nouveau avec ces personnes. Il y a la médiation sociale de base, il y a la médiation interculturelle, et on en a parlé, la médiation interreligieuse. Et donc, si vous ne faites pas un travail sur le plan de ces éléments, pourquoi ce jeune, qu'est-ce qu'il veut porter en termes de message dans cette nouvelle identité, suite à une désaffiliation et à une réaffiliation, et qu'est-ce qu'on attend des parents de faire un effort pour accepter gérer ce changement. Là, on est dans les ruptures de tous bords. Il faut un travail. Et ça, pas tout le monde est prêt. La dernière, c'est la médiation intrafamiliale. Parce qu'il y a autant de conflits de plus en plus dans les familles de ce type-là. Bon, ça, c'est la médiation au pluriel. Et je suis tout à fait d'accord que c'est le grand chantier de demain, si ce n'est pas du présent. La question de l'islam. L'erreur politique qu'on a commise dans le passé, c'est de réduire l'islam à un I minuscule. Il faut qu'au lieu d'être un I majuscule comme une culture, comme une civilisation, on l'a réduit à un I minuscule, c'est-à-dire sur le plan purement religieux. Et dans le religieux, on s'est cantonné à traiter seulement avec ceux qui gèrent des espaces de culte. Donc c'est le cultuel qui a pris le dessus sur le culturel. Deuxième chose, l'erreur, c'est de réduire les musulmans à leur islamité. Or, les musulmans sont des citoyens d'abord. Et deux, c'est de ne pas les considérer comme un bloc monolithique. Donc, ça serait une erreur de polarisation, de dire nous avons une communauté musulmane. Comme un journaliste qui vient vous voir, monsieur, que pensez-vous des attentats en tant que musulman? Comme disait un collègue à moi, un chercheur CNRS, il dit, ils m'ont posé la question dans une émission radio, vous en tant que musulman, que pensez-vous des attentats? Il dit, je n'ai pas de réponse. Si vous me dites en tant que chercheur CNRS, j'ai des réponses à apporter parce que c'est ma thèse de doctorat que j'ai fait. Ça dépend de quel angle vous me réduisez. Vous me réduisez à un simple musulman, je ne réponds pas. Je n'ai pas de légitimité. Vous me parlez qu'un chercheur académique, là j'ai toute la légitimité d'apporter la réponse. Et c'est là le piège. C'est que le phénomène lui-même ne renvoie à un certain étroitement dans la manière de considérer les personnes. Après la question de l'islam vers le I minuscule et de passer de I immigration vers le I islam vers le I l'intégrisme, et je pense que toutes ces étapes de I en minuscule ne sont fait défaut. Pourquoi? Parce que quand vous dites par rapport à ce salafisme, cette lecture littéraliste et rigoriste d'une pratique rituelle, en fin de compte, ce n'est pas la pratique en soi qui est recherchée. C'est le normatif qui se cache derrière. Parce que c'est le normatif qui veut porter pour passer un message au collectif qui pense qu'il lui donne plus de place. C'est dans l'entre-soi, je peux vous lancer un message de provocation, d'intimidation, d'hostilité, de menace même, pour vous montrer à quel point je suis devenu héros. Et lorsque j'ai un statut héroïque, vous allez me calculer, vous allez me faire une place dans le débat parce qu'une fois, au moins une fois, j'existe. Et je pense que c'est un jeu très subliminal.
dans les stratégies identitaires, des fois, ça se construit de cette manière-là chez des personnes. Quand vous dites, oui, les enfants, les jeunes adolescents sont très précoces par rapport à ce qu'on leur propose, nous, les adultes. Et je pense qu'on est dans une phase d'histoire où il est très important de garder à l'esprit qu'on ne peut construire un destin commun lorsqu'on se réconcilie avec notre jeunesse. Et je mets la jeunesse aussi au pluriel. Non, ce n'est pas le mot de la fin. Non, Non. non, non, non. Non, mais Non. merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nadia. Merci Jamel et merci à Collectif Fusion d'avoir favorisé la tenue de cette table ronde qui s'inscrit, je le rappelle, dans la Biennale Le Printemps de la Mémoire. Et je remercie effectivement les intervenantes d'avoir un petit peu apporté ces éclairages pour nous permettre un peu peut-être de penser, mais pas simplement de penser, mais aussi d'agir. Hein. Enfin, parce que il ne suffit pas simplement de recevoir ce qu'on entend, mais peut-être de passer au quotidien à l'acte pour pouvoir agir et peut-être se regarder, considérer les choses autrement. C'est fondamental dans le processus de transmission. Pouvoir revenir dans le cadre des initiatives qui sont portées localement au niveau de Villiers, de Garges, Gonesse et ainsi de suite par Collectif Fusion. Merci encore Nadia, merci Jamel et à bientôt.